Salut l'équipe, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc aujourd'hui c'est un tout petit live parce qu'on va faire une react par rapport à la dernière vidéo de Goji. Donc elle est très rapide. On va faire ça très en speed, hein. J'aimerais bien avoir une petite vidéo sympathique, éviter de traîner en longueur, surtout que là en ce moment vu qu'on n'a pas de chapitre au niveau des théories, j'ai peur que ça tourne en rond. Donc voilà les gars, on va essayer de faire un contenu très rapide, très concis, avec des informations de qualité. Donc voilà. Pour les gars qui veulent soutenir la chaîne, vous savez comment faire les gars, le petit like, le petit follow, le petit commentaire comme d'habitude pour nous aider dans l'algorithme et dans le référencement. Et sinon, si vous voulez participer au développement financier de la chaîne, il y a la petite souscription YouTube, c'est pas très cher et en plus de ça, vous avez accès à des vidéos en avance, des contenus exclusifs, mais aussi des commentaires mis en avant. Et tout ce qui est badge, emoji, etc., etc. Donc voilà les gars, si vous kiffez, n'hésitez pas à nous remercier comme vous le pouvez, comme vous le voulez, évidemment. Donc let's go les gars, je vous mets la cam directement, on perd pas de temps les gars, on y va direct. Donc let's go pour la vidéo de Enfin, direction Elbaf. Après exactement 25 ans depuis sa première mention, chapitre 116, nous voici en route vers l'île des géants et quelqu'un semble attendre nos Mugiwara au large de ce nouveau pays à visiter. Qui est-ce? Loki, le prince d'Elbaf, introduit durant l'arc de Whole Cake? Ou peut-être même Scooper Gaban qui déchaîne les passions depuis de nombreuses années maintenant? Donc pour moi, Loki, c'est sûr et certain qu'il arrive, enfin qu'il va être dans l'arc et tout. Scooper Gaban, beaucoup moins, même si je sais que c'est pour la plupart des fans le truc qui vient à l'esprit en premier. C'est pas du tout mon avis, vous connaissez mon avis les gars. Commentez et dites-moi de qui il s'agit d'après vous et on verra dans quelques semaines qui avait raison. Nous verrons ça tout de suite également, mais avant, les plus plates excuses, les Allez, tu sais quoi, on va le tenter. On va lui mettre son petit like les gars parce qu'il le mérite. Et on va mettre Shiki ou Mille épines. Voilà, hop, comme ça. Ce sera marqué noir sur blanc les gars. Voilà, c'est fait. Bon, let's go, on continue en attendant. Hop, c'est parti. Poto, j'ai pris une petite semaine de vacances et donc je ne vous ai pas fait la review du 1123. À vrai dire, le timing a été plutôt bon puisque ce chapitre ne nécessitait pas davantage d'analyse de ma part. C'était une explication complète de comment Vegapunk a découvert l'origine du traître, York, et comment il a procédé pour la contrer. J'ai adoré ce chapitre puisqu'il a expliqué à la perfection ce gros plot twist de l'arc d'Egghead. Par contre, ce chapitre a encore confirmé une de mes théories datant de 2018 sur l'arme antique du gouvernement. Quand je m'étais persuadé que Imu était Uranus, l'un de mes arguments était que le gouvernement devrait lui aussi avoir une arme antique pour s'opposer à celle de Luffy qui est Poséidon. Vegapunk l'a encore confirmé aujourd'hui, le gouvernement a une arme antique alimentée par Mother Flame. Après, rien ne dit qu'il s'agit vraiment d'Uranus. En tout cas, et maintenant que deux armes antiques sont distribuées à deux grandes forces, les Mugiwara et le gouvernement, il ne manque plus que Barbe Noire qui devra lui aussi récupérer une arme antique et ainsi créer un nouvel équilibre dans le chaos avec trois forces distinctes possédant trois armes antiques capables de détruire le monde. Non mais voilà, c'était tout ce que je voulais dire à propos du chapitre précédent qui était encore une fois vraiment agréable et bien ficelé, en tout cas d'après moi. Maintenant, attaquons ce nouveau chapitre 1124 qui est ma foi dans une lignée assez calme également mais qui sera parfaitement nous hyper avec l'apparition du personnage de fin. Avant ça et avec le frérot Nakama TCG, on vous fait gagner une display OP07 pour fêter la fin de l'arc Egghead et une display promotion française de par OP09 en Game. Et nous en plus on a envie d'en ouvrir les gars, donc s'il y a des plans les gars, si jamais vous voulez qu'on fasse une petite pub, n'hésitez pas là, TGC Card Game là. Envoyez-nous envoyez-nous des boosters. Ok, je pense dire dans ce nouveau chapitre. Les news de Morgan seront exceptionnelles demain. Après la défaite de Law contre Barbe Noire, la défaite de Kid face à Shanks et la mort de Vegapunk qui pourrait être mise sur le dos de Luffy, la nouvelle génération va secouer le monde et sera normalement, comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo, à l'origine de nouvelles primes. Si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à aller y jeter un oeil, mais d'après moi, Shanks et Barbe Noire par exemple verront leurs primes grandement augmenter, tout comme Bonnie ou encore les Vegapunk, ou du moins Lilith en l'occurrence. Puis surtout celle de Luffy et les Mugiwara. Généralement quand ils font la une des journaux, leur avis de recherche subit une grande actualisation et je ne vois pas pourquoi les bonnes habitudes seraient changées aujourd'hui. Donc plus que quelques chapitres avant de découvrir les nouvelles primes, il est d'ailleurs possible qu'elles n'apparaissent qu'une fois, les Mugiwara arrivaient sur Elbaf. Rien de particulier sinon sur cette partie, Morgan ironise sur le déluge qui n'est pas son problème puisque vivant dans les airs, ce qui n'est pas totalement faux, mais qu'il ne se réjouisse pas trop vite non plus parce que son petit navire là pourrait être réquisitionné pour sauver des citoyens. Il ne fait plus trop de doute que One Piece le subira ce fameux déluge et quand ça arrivera,
quoi, il faudra bien sauver le maximum de personnes avec les moyens les plus utiles. L'Arche de Noah, Water 7 qui pourrait enfin se déplacer sur l'eau, Zou ou même encore l'Arche Maxime des Nerfs, soyons fous, tout ça pourrait être rempli de petits citoyens cherchant désespérément à fuir. Donc, alors j'aime beaucoup, pourquoi? Parce que c'est exactement les théories qu'on fait sur la chaîne, c'est-à-dire que pour moi tout ce qui a été teasé au niveau des catastrophes naturelles, etc., vont se passer. Déjà de base, on le savait par rapport aux armes antiques. Maintenant, on sait que le déluge va se déverser sur le monde et qu'il a probablement déjà eu lieu il y a peut-être des siècles, voire peut-être des millénaires, hein, on ne sait pas, peut-être bien avant le siècle oublié. Et du coup, je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait que on va avoir accès à toutes ces catastrophes naturelles. Et d'ailleurs, je vous avais parlé de réfugiés climatiques, etc., en lien avec les problèmes de notre monde. On sait très bien à quel point Oda fait des parallèles avec notre monde actuel et que justement tout ça devrait prendre sens dans One Piece très prochainement, je le pense. Morgan, mon petit ref, commence à faire de la place, c'est un petit conseil. Voilà, et à part la crédulité de Vivi, convaincu que les gens sont unanimement assez intelligents pour ne pas croire aux fake news de Morgan, ce qui est évidemment totalement faux, rien de plus à dire, nous pouvons passer à la suite et retourner une dernière fois sur Egghead. Egghead qui est d'ailleurs étonnamment calme, les doyens ont disparu, le robot géant également, et les marines ne répondent même pas à l'appel d'Akainu tout en étant encore KO du haki des rois phénoménal de Joy Boy délivré par Emmett. Même les vice-amiraux n'ont pas pu résister, et tant mieux j'ai envie de dire, le haki du premier des pirates il y a 800 ans, ayant autant changé le monde, devrait pouvoir mettre KO absolument toute une armée, ne laissant place qu'aux plus puissants soldats de la marine tels que les amiraux. Donc vraiment content et rassuré de voir que de pauvres vice-amiraux ne peuvent résister à un tel haki. Globalement, et comme je le disais, il ne semble y avoir plus personne à Egghead, même Sentomaru quitte l'île à bord d'un petit rafio. On ne sait pas si Saturne est toujours présent, ni même ce qu'est devenu Emmett, c'est le moment un peu, voire beaucoup chiant de One Piece. Oda provoque assez souvent, en nous laissant dans une parfaite incompréhension des événements jusqu'à la révélation plusieurs dizaines de chapitres plus tard. Ça aurait quand même été cool de quitter cette île en sachant exactement tout ce qu'il s'y déroule, mais bon, peut-être que le trajet jusqu'à l'Elbaf nous permettra d'en savoir un petit peu plus. Pour l'heure, c'est Kizaru et Akainu qui vont faire le plus de bruit, et Borsalino révèle enfin ses vrais sentiments face à Sakazuki en pleurant la mort de Vegapunk. Alors juste avant qu'on passe à Akainu et Sakazuki, enfin plutôt à Akainu et Kizaru, parce que Sakazuki et Akainu c'est la même personne. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à Emmett et tout ce qui se passe là avec Saturn, etc. Egghead. Je pense qu'ils vont rénover totalement Egghead, que York va, grâce au cerveau de Vegapunk, potentiellement contrôler le robot Emmett et le transformer en une bête méchante du coup. Évidemment, elle aura pas le haki de Joy Boy, heureusement, mais par contre sera potentiellement un ennemi, un ancien allié devenu ennemi contre son gré, qui pourrait être un twist assez sympa pour la fin du manga. Et let's go, on continue. Punk, son meilleur ami, tué par ses propres mains, avec en prime une compassion jamais vue de la part d'Akainu qui fera preuve d'un grand respect pour la difficulté de l'acte de son frère, comme il l'appelle. Écoutez, l'histoire parle d'elle-même, je vois pas trop quoi d'autre rajouter. La disparition de Kizaru depuis le chapitre 1108 à peu près s'explique parfaitement par l'exécution de Vegapunk. En soi, il avait rempli son objectif et n'a pas pu résister à la tragédie de son acte. C'est même plus du tout une question de rapport de force ou de quoi que ce soit. Kizaru a réussi à faire passer son travail avant ses sentiments et a tué son meilleur ami avec qui il partageait sûrement ses plus beaux souvenirs. Ça peut faire un sacré parallèle avec Garp qui a dû aussi choisir entre son travail et sa famille. Cependant, lui a été encore plus indécis que Kizaru et a fait le choix du cœur, comme l'a révélé Sengoku après qu'il ait laissé Luffy le frapper. Même si j'aurais rêvé de voir un amiral se battre avec plus de force, plus d'intensité, plus de conviction, on ne peut reprocher à Kizaru sa prestation sur Egghead, encore moins après ce chapitre. Après, dites-moi comme d'habitude en commentaire ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis sur Kizaru, sur son traitement et sur ses déclarations dans ce chapitre, mais je trouve que ce chapitre clôture plutôt bien le cas de l'amiral et la difficulté de son traitement sur Egghead. Bon, eh bien, continuons et passons à la suite. On switch sur le navire des géants, abritant les Mugiwara, et surtout la dernière survivante des Vegapunk, Lilith. Elle prend conscience de tous les événements à travers son oreillette, qui est, je pense, encore un minimum relié au Punk Record, possédant toutes les informations enregistrées par les derniers Vegapunk avant leur mort. Justement, ça va être un peu le sujet de cette partie, parce que là, ok, tout le monde est content d'aller sur la baffe et tout, c'est cool, mais Lilith rassure les Mugiwara en leur expliquant que
personne n'est mort. Alors que signifient ces paroles? Eh bien, dans le contexte scientifique d'Egghead, et plus particulièrement de la grande création de Vegapunk, il faut croire que le génie a fait du punk record l'outil de son immortalité. Ça a été à l'origine de toute une théorie dans ma review du chapitre 1113, et pour vous expliquer ça avec les mêmes mots qu'à l'époque, le scientifique est sûrement le moins à même de vraiment mourir dans One Piece, puisque au-delà de ses créations, les satellites qui sont des parts de lui, Punk Record est purement et simplement son cerveau encore vivant, sa conscience. Si Vegapunk meurt physiquement, il ne mourra pas spirituellement, et sa place dans le futur de One Piece pourrait se trouver dans la technologie en devenant un hologramme à son tour. En fait, c'est peut-être même déjà le cas, le Vegapunk... C'est trop marrant parce que c'est ce que je disais. Ça, c'est ma théorie préférée. J'aimerais trop, mais j'aurais préféré pardon, qu'ils rejoignent les Mugiwara et qu'ils soient un hologramme, tu vois, et qu'ils soient tout le temps avec eux, je sais pas, comme un log post, mais en mode électronique, et on voit Vegapunk discuter, donner des informations et tout. C'est trop bien d'avoir quelqu'un qui vient détailler et apporter un côté scientifique à des scènes où il n'y a pas beaucoup de compréhension et tout. Donc, dommage, mais peut-être potentiellement plus tard, ouais. que nous avons rencontré depuis le chapitre 1065 n'est pas le vrai Vegapunk, juste un corps contrôlé par le Punk Record, ce qui apporterait enfin une explication à sa mystérieuse disparition quand il parlait au groupe de Luffy. Il s'agirait en réalité de la téléportation de son corps par le Punk Record qui peut le contrôler comme bon lui semble. Aujourd'hui, Lilith révèle que personne n'est mort, simplement car depuis le début de l'arc, ce que nous voyons des Vegapunk ne seraient que des enveloppes corporelles, charnelles, rien d'autre. Leur esprit est toujours là, en particulier celui du vrai Vegapunk, puisque son cerveau est toujours conservé. Et là, je vais ajouter quelque chose, parce qu'on l'avait déjà dit sur la chaîne, mais il faut comprendre que tout est remplaçable dans l'être humain, c'est-à-dire on peut par exemple remplacer tous nos membres, tous nos organes par des machines ou des pompes, tout ce que vous voulez. Cependant, il y a une seule chose qu'on peut pas remplacer, c'est le cerveau. Et le cerveau, comme dans l'attaque des Titans, c'est pas juste uniquement le cerveau, c'est avec toutes les terminaisons nerveuses qui se situent dans la colonne vertébrale. Donc c'est vraiment le cerveau plus les terminaisons nerveuses. Et ça c'est la seule chose qu'on peut pas copier, qu'on peut pas transformer, découper, etc. C'est des rares choses qu'on peut pas trop toucher. Même le cerveau, on peut un petit peu toucher, mais la nature, entre guillemets, de l'âme, etc., la transcendance entre tout ce qu'on a de charnel et notre côté âme, cerveau, conscience, tout ça, c'est quelque chose qui sont à séparer. Et évidemment, vu que le cerveau de Vegapunk est conservé dans un bocal, Vegapunk vivra pendant que le bocal est toujours intègre, parce que c'est tout simplement ce qui fait de lui ouais, son soi réel, quoi, sa conscience réelle, tu vois. Tout le reste, c'est que des membres, etc. Si tu perds un bras, on peut te le remplacer, etc. Plein de choses comme ça, mais par contre, son cerveau, c'est le plus important. Donc, pour moi, il est toujours vivant tant que le cerveau est vivant. Dans le futur de One Piece, le Punk Record parvient à être récupéré, alors Lilith pourrait théoriquement recréer tous les Vegapunk et leur attribuer leur personnalité qu'ils avaient avant. Chacun pourrait revenir avec exactement la même mentalité, car celle-ci est stockée dans le Punk Record, etc. C'est donc la même pour Vegapunk. Ce qui faisait de lui ce qu'il était, c'est son intelligence, une intelligence stockée dans son cerveau, toujours présent sur Egghead. Donc, oui, personne n'est mort, ce qui explique aussi pourquoi Oda a eu tant de facilité à tuer les Vegapunk au cours de cet arc, mais ça signifie aussi que le Punk Record sera le grand point faible de Lilith. Elle est la seule capable de sauver les Vegapunk et va devoir récupérer le cerveau principal des mains du gouvernement, et ce, avant que Saturne ne se l'approprie. Comme expliqué dans cette review du chapitre 1113, Saturne pourrait tenter de forcer le Punk Record, le manipuler, voire même le corrompre grâce à une sorte de virus, puisqu'il est lui-même un des plus grands scientifiques du monde. En tout cas, théoriquement. Le cerveau conservant la plus grande source du savoir mondial risque d'être très prochainement au centre de la tempête et pourrait devenir un objectif à récupérer par les Mugiwara des mains du gouvernement. C'est encore assez léger, mais désolé, ce chapitre n'offre pas énormément de matière à analyser. Et si je conclue cette partie autour des Mugi et des géants dès maintenant, c'est aussi pour se diriger plus vite vers Elbaf, car un mystérieux personnage nous attend. On ne va pas se mentir, c'est lui qui fait sensation dans ce nouveau chapitre. Visant l'horizon, il semble attendre la venue des Mugiwara. Alors qui ça va être? Scopper-Gaban, Shiki, parce qu'il a vraiment la dégaine de Shiki, ou peut-être Milépine, qui aurait changé un petit peu de design, de chara-design. À voir, hein, parce que ça se trouve, c'est pas un chapeau et c'est une grosse tête. Hein. Imaginez que ça, là, c'est une grosse tête gigantesque. Ce serait marrant.
et les invite à se rendre sur Elbaf. Mais qui peut-il bien être? Vous vous imaginez bien que les scénarios possibles ne sont pas si nombreux, et les 3 théories que je ne peux m'empêcher de voir à l'heure actuelle sont celles-ci. Il s'agit là de l'homme à la cicatrice de feu. Il est le personnage mystérieux de ces derniers arcs, il possède la clé pour l'Aftel, et donc directement l'un des protas ou antagonistes des plus importants de cette fin de One Piece. Il peut apparaître partout, littéralement, de ce qu'on sait, il navigue sur les mers, coulant tous les navires qui viennent s'en prendre à lui. Toutefois, chaque marin a besoin de retrouver la terre ferme à un moment ou l'autre, pourquoi pas cet homme. Et si plus précisément, cet homme vivait autrefois sur Elbaf parmi les géants. J'arrive toujours pas à imaginer que le dernier des Road Poneglyphs n'ait pas fait une halte vers Elbaf, une île millénaire intimement reliée à l'histoire antique du monde. Alors bon, soyons honnêtes, on n'a strictement aucun indice ni véritable raison de penser que c'est l'homme à la cicatrice de feu. De toute façon, on aura tendance à le voir un petit peu partout et tout le temps, tant qu'il n'est pas réellement introduit par Oda. Bah ouais, c'est le même biais que chaque nouvel allié des Mugiwara devient directement un prétendant à la place de Mugiwara justement, ça change pas et on ne peut pas penser autrement. Voilà, donc petite piécette pour que cet homme soit le détenteur du dernier Road Poneglyph, mais c'est clairement pas mon hypothèse favorite. C'est là qu'on rentre dans du concret. Cet homme serait Loki, le prince d'Elbaf. Alors, vous allez beaucoup en entendre parler, Petite piqûre de rappel, Loki était le prince d'Elbaf qui s'est épris pour Lola, la fille de Big Mom. Malheureusement, ce n'était pas réciproque, et cette dernière a littéralement refusé le prince d'Elbaf. Alors moi, clairement, j'y crois pas du tout. Pourquoi? Parce qu'au niveau du chara design, on voit très bien, par exemple, sur ces images, que Loki, il a un gros bras bien balèze, qu'il a une grosse touffe de cheveux et qu'il porte une couronne. Alors que là, il serait avec un bras maigre, complètement différent de ce qu'on imagine, tu vois. Évidemment, ça se peut que ce soit juste un effet de perspective ou une feinte de dame, mais moi, clairement, Loki, c'est quelqu'un qu'on attend. Donc forcément, pour moi, ça peut pas être lui. Pour moi, Oda, quand il fait ce genre de choses avec des ombres et tout, c'est quelqu'un qu'on n'attend pas, quelqu'un à qui on pense vraiment pas du tout. Pour moi, comme je l'ai dit, c'est soit dans l'équipage de Roger, soit dans l'équipage de Shanks, soit c'est quelqu'un comme Shiki ou quelqu'un qui a une importance pour le manga, mais potentiellement qu'on connaît pas encore l'importance et qu'on le saura que plus tard. D'Elbaf qui a par ailleurs bloqué toute possibilité d'alliance entre les géants et Big Mom qui n'attendait pourtant que ça depuis des années. Bah voilà, ça se résume plutôt vite, mais c'est quand même un événement d'une grande envergure qui est resté bloqué pendant des années et qui aura sans nul doute de nombreux échos sur Elbaf lorsque nous nous y rendrons. Vous l'aurez compris, on ne sait rien de Loki et mieux vaut ne pas se laisser distraire par l'aspect simplé des souvenirs de Chiffon, la sœur de Lola, car sa place sera probablement centrale dans ce nouvel arc. Mais alors, quel sera le rôle de ce prince dans ce nouvel arc justement? Comme tous les autres peuples adorant le soleil, Luffy doit les aider, il doit les libérer et pour ça, il doit surtout rencontrer Loki, le prince des géants. Lola nous explique qu'elle était la prétendante de ce jeune prince, sa mère voulant le marier à lui pour former une alliance avec les géants d'Elbaf. En plus d'avoir plus ou moins l'âge de Luffy en âge de géant, Loki et lui connaissaient très bien la fille de Big Mom, leur faisant ainsi un petit point commun. Comme à chaque fois lorsqu'il visite un royaume, Luffy va donc devenir ami avec le prince de ce dit royaume, Loki en l'occurrence, et lui viendra en aide. Comment? Eh bien, je ne sais pas exactement encore, mais une chose me semble presque certaine, Loki et les autres géants ne se mélangent pas. En effet, la disposition d'Elbaf est un petit peu plus compliquée que ce qu'on peut imaginer. Il y a le village d'Elbaf, celui où se trouvait Big Mom enfant, ainsi que Shanks plus récemment, et il y a le château d'Elbaf. Lui, il ne semble pas être au même endroit que le village, c'est ce que j'en déduis. Rappelez-vous de la théorie que je vous avais dit par rapport à Asgard, les dieux Az et Elbaf, le village des géants. Évidemment, ils se mélangent pas parce que c'est deux endroits complètement différents. Et si on s'en réfère à la mythologie nordique, Loki, c'est donc un fils Jotun, les Jotun c'est les géants, qui a été recueilli par Odin, c'était le fils adoptif d'Odin. Et quand on voit les choses, on pourrait penser qu'il y a le village des géants, qui sont les gentils, et de l'autre côté les dieux, qui sont les méchants entre guillemets, et Loki ferait partie des dieux pour l'instant, et peut-être trahiront plus tard les dieux, et deviendra un allié des Mugiwara, parce que dans l'histoire, en tout cas dans la mythologie viking, Loki va trahir Odin, il va enfanter Fenrir, et Fenrir, lui, tuera Odin, si je me trompe pas. Quelque chose comme ça. Fenrir, c'est celui qui tue Odin, et Thor, c'est celui qui tue Fenrir.
réduit lorsque les géants disent au chapitre 866 qu'ils remercient le soleil pour la naissance du prince Loki au château. S'il y a un prince, il y a un roi, et s'il y a un roi, eh bien du coup, il y a un château. De plus, dans One Piece, toutes les demeures des familles royales se trouvent surélevées, en hauteur comparé au reste de la population, donc oui, Loki n'est pas dans le village d'Elbaf, mais bien plus haut. Qu'est-ce qui peut être plus haut qu'un géant? Pas grand chose, cependant, un arbre absolument gigantesque se trouve sur Elbaf, un arbre mesurant sans doute plusieurs. Et rappelez-vous un truc, les gars, Asgard, c'est le royaume qui est situé à la cime de l'arbre d'Yggdrasil, et du coup, il pourrait y avoir plusieurs royaumes, plusieurs pays dans l'arbre, ce qui pourrait être légendaire. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit dans le dernier live, c'est possible que du coup Luffy soit dans un monde où tout est gigantesque. C'est-à-dire que lui est tout petit, un petit peu comme Jack et le haricot magique, un petit peu, je sais pas, comme dans Fortnite quand t'es dans la maison, pour les gars qui connaissent les maps là, quand t'es dans la maison gigantesque, comme Maman j'ai rétréci les gosses, ou plein d'autres, je crois il y a le jeu Fable aussi, qui justement parle de géants, là, le tout dernier Fable, où justement il y a des géants et des personnes de taille normale. Il y a aussi God of War Ragnarok avec les Vikings, il y a les géants, tout est géant à un moment. Donc voilà, tout ça pour vous dire que Elbaf, Fable, côté géant gigantesque, et ça pourrait être un lien avec tous les contes qu'on connaît depuis qu'on est enfant. On a vu Oda prendre inspiration des Looney Tunes. Je pense que tout ce qui est conte de fées, ça a dû déjà être fait. Ça m'étonnerait pas que ce soit réel avec potentiellement de la magie, des trucs qu'on n'a jamais vu dans One Piece et qui sont présents que là-bas, tu vois. Ce serait tellement lourd. Bon, après, je sais pas s'il va pousser ça jusque-là, mais c'est pas impossible du tout. Kilomètres, je fais assez confiance à Oda pour assurer qu'il s'agit de l'Yggdrasil, l'arbre-monde de la mythologie nordique, celui sur lequel se reposent les 9 royaumes primordiaux. Vous l'aurez compris, l'Yggdrasil, l'arbre trônant au centre d'Elbaf, serait l'endroit où habite Loki, le prince d'Elbaf, et c'est là-bas que devront se rendre les Mugiwara. Et même si la mauvaise qualité des scans nous empêche d'y voir clair, il semble qu'en réalité ce n'est pas sur la côte d'Elbaf que se trouve ce mystérieux personnage, mais bien en hauteur, comme en témoignent les nuages à l'horizon, semblant également à la hauteur du personnage. Donc Loki pourrait être en danger ou avoir besoin de l'aide de Luffy, mais pour ça les Mugiwara devront se rendre au sommet de l'Yggdrasil dans lequel est bâti le palais royal d'Elbaf. Je profite de ce sujet pour vous apporter une petite théorie que j'ai eue il y a de cela plusieurs semaines et mois, mais que je n'ai jamais eu l'occasion de placer en review. En fait, les géants, eh bien, ils vivent absolument tous par deux, n'est-ce pas? Il y a Dory et Broggy, il y a Jarl et Yorl, il y a Kashi et Oimo. Mais sérieusement, j'ai mis plus de 12 ans à remarquer que ce pattern existe pour quasiment tous les géants connus. Ils sont tous en duo et donc que ça risque de continuer par la suite. C'est pour ça que j'ai l'idée qui me trotte dans l'esprit que Loki pourrait aussi avoir son acolyte, son duo, son Dory ou son Broggy à lui-même. Alors de base, j'avais qu'une seule idée, c'était Aerodine, que leur histoire soit liée et qu'on apprenne sur Elbaf que tous les deux sont en réalité des meilleurs amis en conflit et que Luffy devra rassembler à nouveau, comme pour Nekomamushi et Nuarashi. Moi, je vois bien quelqu'un comme Thor ou quelque chose comme ça. En gros. Mais maintenant, avec ce nouveau personnage, alors j'aime me dire que c'est peut-être lui, le complice, le duo de Loki. C'est lui le binôme qui n'attend que l'arrivée du dieu soleil pour délivrer Loki de ses chaînes. Bon, j'avoue, j'ai totalement réécrit l'histoire, mais vous verrez, j'ai la certitude que les binômes chez les géants sont beaucoup plus importants qu'on ne le pense et que cette dualité aura une place primordiale dans l'arc d'Elbaf. Luffy, surtout en tant que dieu soleil, devra forcément résoudre un conflit et ce conflit aurait comme tête centrale notre cher Loki. Bon, et si nous nous lancions dans la théorie principale de cette vidéo, celle mettant à l'honneur le grand scopper Gaban. Gaban, c'est le personnage que la communauté entière souhaite voir depuis des années. En tout cas, à peine j'avais créé ma chaîne YouTube en 2015 que déjà ça théorisait sur lui comme étant l'homme devant Crocus dans la cover du chapitre 631. Bon, alors moi je faisais déjà des théories claquées à l'époque, en me basant sur sa tenue, je disais qu'il aurait pu apparaître sur Wano Kuni en tant que Shogun PTDR. Mais bref, là n'est plus le problème. De toute façon c'est faux. En quoi Gaban pourrait être l'homme de cette fin de chapitre? Eh bien l'analyse va toujours se porter sur cette cover du chapitre 631. À vrai dire, il est compliqué de voir quelqu'un d'autre qu'un ancien Nakama de Crocus de l'équipage de Roger. Partager une coupe de saké est un symbole fraternel dans One Piece, ainsi qu'un symbole de retrouvailles. Crocus n'a pas eu beaucoup de visites, si ce n'est celle de Rayleigh, également ancien membre de son équipage. Et c'est vrai que là, on n'a pas de confirmation, mais pour moi, il y a tellement de chances que ce soit Shiki. Pourquoi? Parce que la tenue, les couleurs, les cheveux blonds, il y a aussi le chapeau qui est en lien avec Wano, et on a vu Shiki à Wano. Donc pour moi, il y a tellement de liens avec Shiki que je comprends pas pourquoi
on privilégie quelqu'un comme Gaban, etc. Surtout que Gaban n'avait pas du tout les cheveux blonds. Après, peut-être que c'est pas les couleurs officielles, tu vois. On verra. Mais je sais pas, tu vois, Gaban, il a pour moi pas cette carrure, tu vois. Il a un torse beaucoup plus haut et des jambes étroites, des jambes fines, pardon. Donc à voir. Mais peut-être que c'est lui que je me trompe, mais je pense pas que ce soit lui, honnêtement. Cette coupe de cheveux aussi peut très facilement faire penser à la queue de cheval de Gaban. En tout cas, pour être dodo, on peut sans difficulté l'assimiler à ce capitaine de l'équipage de Roger. Vous comprenez peut-être plus simplement pourquoi Gaban est l'un des personnages nous venant le plus en tête après cette fin de chapitre. En particulier quand celui-ci est dodo, avec un casa similaire à ce présumé Gaban, tout en buvant un coup, mais cette fois directement à la bouteille. Bon, oui, mais ok, si ça colle physiquement, qu'en est-il de la logique? Il en faut un petit peu de temps en temps quand même. Eh bien, Gaban et l'équipage de Roger n'ont pas de lien réel et direct avec les géants. Si ce n'est Rayleigh qui en a justement rencontré un lors de sa première apparition sur l'archipel des Sabaody quand il était esclave. Baggy aussi avait sous son commandement les mercenaires d'Aerodin, ce qui tisse un nouveau petit lien entre les pirates de Roger et les géants. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est du côté de Shanks. Et oui, c'est bien lui que nous avons vu sur Elbaf récemment, c'est lui qui semble aimer des géants tout en étant bien ami avec Dory et Broggy. Maintenant, je vous pose la question toute simple, mais si Shanks n'était pas seulement venu voir Dory et Broggy, et que son véritable objectif était de rencontrer à nouveau Scopper Gaban, lui qui se cache sur l'île des géants. Pire encore, son interaction avec les habitants d'Elbaf au chapitre 1076 suggère que Shanks était même connu parmi eux, ce qui serait normal puisqu'il rendrait visite de temps à autre à Gaban se trouvant dans les hauteurs de l'Yggdrasil. La vraie question désormais est de savoir à quoi servirait la rencontre entre Luffy et Gaban. Est-ce que ce dernier va révéler certains des secrets de l'équipage de Roger et de leur voyage, notamment sur Lodestar, l'avant-dernière île qui semblait receler elle aussi de nombreux secrets. Oui, c'est Capadré qui nous a rejoint, salut à toi mon rêve. Dans l'immensité du pays des géants. Dites-moi ça en commentaire, dites-moi tout ce que vous pensez. Qui est cette... Il a dit wesh les antilopes pakistanaises MD. Tom mystérieux et que peut-il bien cacher? Je vous écoute, je vous lis, alors n'hésitez pas. On se donne donc rendez-vous vers... Ok, donc voilà, la vidéo est terminée. T'arrives pile poil à la fin, Capachu. Capadré, Capa. Wesh, Capadré. Je suis mort. Hey YouTube, vous avez... Attendez, bougez pas. YouTube, vous avez détruit Capadré, je suis mort. J'étais explosé, franchement. Vous êtes les meilleurs, la team YouTube. Franchement, j'étais mort de ouf. C'est moi ce qu'il dit. Bande de sales fraudes, je vais vous allumer. Ah, je suis mort. On est ensemble, la team YouTube. Vous avez vu les capacités d'analyse qui sont monstrueuses. Et la grosse fraude de Capadré qui nous sort des choses alambiquées. Ah, je suis mort. Ah, c'était trop cool. C'était trop cool. J'ai kiffé vos retours et tout. J'ai pas pu vous répondre. J'essaierai de vous répondre très bientôt. Mais franchement, c'était trop cool la team YouTube pour la vidéo avec Gapadré. J'ai kiffé de ouf. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo de Goji qui a donc parlé de la fameuse personne qui pourrait être pour lui soit Loki, soit Gaban. Pour moi, les gars, par rapport à la petite couverture de chapitre où on voit Crocus échanger avec quelqu'un, pour moi, c'est clairement Shiki, parce que voilà, les vêtements correspondent, le Kasa en lien avec les Kuruzomi, tout ça, c'est tellement pas obvious, mais il y a tellement de liens que pour moi, ça va être difficile de penser autre chose. À part ça, Loki, je pense qu'il va être là-bas, mais ça m'étonnerait que ce soit Loki, parce que voilà, on a déjà vu en nombre Loki, donc je pense pas que Oda aurait fait 2 fois la même chose, même si c'est vraiment pas impossible. Et sinon, toutes les théories et les analyses, effectivement, comme il l'a dit lui-même, il n'y a pas beaucoup de matière à analyser dans ce chapitre, parce que voilà, c'est plutôt le contraire. C'est un des chapitres où on a les informations qu'on attendait, on a les réponses aux interrogations qu'on attendait, et si vous avez lu le chapitre, vous avez tout simplement eu les réponses adéquates. Donc voilà, moi j'ai bien kiffé la petite vidéo, franchement force à lui, on a mis le petit like, le petit commentaire, on follow depuis, et effectivement moi j'ai bien kiffé tout ce qui était relation, tout ce qui est relation entre Akainu et Kizaru, ça c'était légendaire. J'ai bien kiffé aussi le fait que Lilith soit encore vivant et que tous les Vegapunk soient encore vivants quelque part. Donc elle touche son casque, c'est vrai qu'il y a moyen qu'elle est encore connectée au Punk Records, mais ce serait dangereux parce que ça transmettrait des informations géographiques dangereuses qui pourraient servir à la retrouver assez facilement et potentiellement devancer
les Mugiwara, du coup les Gorosei pourraient devancer les Mugiwara en prévoyant toutes les déplacements des Mugiwara. Donc c'est un peu compliqué, je ne sais pas si elle est encore connectée, mais ça m'étonnerait. Je ne sais pas, peut-être que c'est des échanges longue distance, du coup elle n'est pas complètement synchronisée avec, elle a juste quelques petites informations qu'elle peut récolter. À voir, on verra bien de toute façon en temps et en heure. Donc voilà. Garpanel qui dit pour ma défense, le live se déroulait à 3h du matin. Wesh. Ah là là, YouTube, ils vont tuer. Ouais, je m'attendais pas qu'il y ait autant de réactions. Ouais, tout le monde l'a allumé en mode, mais ouais, c'est qui lui il est faillant ou quoi? Je suis mort. Ah là là, lui on voulait pas trop, Gapadre. C'est une petite fraude, mais on l'aime bien justement, parce que c'est justement une fraude. Donc voilà les gars, je pense que je vais m'arrêter sur ça. Le prochain chapitre sort la semaine prochaine, donc est-ce qu'on va avoir des informations par rapport aux primes, comme il l'a dit? Ça c'est très probable. Est-ce qu'on va avoir des informations par rapport au monde de One Piece, Barbe Noire, peut-être Shanks, peut-être un combat qui est en train de se passer, peut-être des réfugiés climatiques qui seraient en train de se déplacer justement pour éviter les côtes et les endroits trop proches de la mer. Donc à voir, il y a beaucoup de trucs qui pourraient se passer et j'ai hâte de voir par exemple peut-être la marine prendre au sérieux la menace du One Piece, peut-être aussi Im-sama envoyer des chevaliers divins arrêter potentiellement soit Luffy ou peut-être aller chercher les Red Poneglyphs, on verra, mais j'aime bien ce qui peut se passer, c'est très probable qu'il se passe quelque chose de vraiment légendaire. Donc Kabadre qui nous dit ils m'ont même allumé mon micro. Ah, j'étais explosé quand j'ai vu ça. J'étais explosé. Mais en plus j'arrêtais pas de te le dire, wesh. Acheter un micro, frérot. Et voilà, ça coûte pas cher. Tu t'en trouves un vraiment pas cher, 20 balles. Et comme ça, on live une fois par semaine. On discute One Piece le dimanche. Et après, on fait un petit live discussion comme on a l'habitude de faire, mais un tout petit live, tu vois. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et même le dimanche, je pense qu'on va faire un live discussion manga. Je pense que ça serait encore mieux de faire ça. Donc voilà les gars, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Moi je dois y aller les gars, donc merci encore d'avoir suivi le live. Si vous voulez soutenir, vous savez comment faire. Il y a pas mal de choses de prévues pour les mois prochains, les mois à venir. Je sais pas si vous avez vu, mais là il y a des petits trucs qui changent dans le studio. Donc voilà, hein, en ce moment on bosse dur. Même si ça concerne pas forcément les lives, là il y a du boulot, il y a des trucs à faire pour le début d'année. Donc on va essayer de faire les choses correctement. Donc voilà. Gapadel qui dit paye le micro. MDR, bah déjà je dois m'acheter un nouveau micro les gars, un Shure SM7B pour les gars qui connaissent, c'est les micros dynamiques les plus flatteurs on va dire pour les basses fréquences, donc les voix graves un petit peu. Je pense que ça pourrait être kiffant d'avoir un bête de micro, donc je vais voir si je peux faire ça et sinon ça devrait arriver de toute façon dans les prochains mois. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à la petite souscription YouTube, ça va permettre aussi de dépenser de l'argent dans des bonnes choses, tu vois, comme le micro, potentiellement une nouvelle caméra. J'ai vu des caméras là, j'ai vu le Sony A6700 qui pourrait être vraiment pas mal en termes de prix. On est à plus de 1300 €. Je me vois bien acheter un petit filtre anamorphique avec quelque chose de vraiment quali qui donnera vraiment une vision qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un studio, enfin pas dans un studio mais plutôt dans une vidéo YouTube, tu vois. C'est vraiment des filtres qu'on garde plutôt pour le côté cinématographique et tout. Je pense que dans un studio, ça pourrait faire quelque chose de nouveau. Donc voilà pour les mises à jour un petit peu qui pourraient arriver courant fin d'année. Parce que voilà, ça nécessite, là, il y en a pour au moins 3-4 000 € de matos. Donc on va pas faire ça en deux secondes. Mais peut-être qu'on va avoir des nouvelles updates. Donc voilà les gars, merci d'avoir suivi le live, on se capte très très vite, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, merci à tous ceux qui sont passés, merci à Gapadre, merci à toute la team YouTube là qui met vos commentaires de légende, petit big up à Nope Nope et Mozinga, il y a pas mal d'autres personnes aussi qui viennent assez souvent dans les lives, mais ces deux personnes c'est les goats, c'est la vraie team, Donc voilà, je vais terminer sur ça et prenez soin de vous, vive la France, vive Capadre. Allez, ciao, je vous laisse.